Un dernier pour la route. Il était 22h15. Herb Tucklander songeait à fermer pour la nuit quand l'inconnu au visage blafard, dans son beau manteau chic, a poussé la porte du bar. Le Tookies Bar se trouvait à la pointe nord de Falmouth. On était le 10 janvier. Autrement dit, le moment de l'année où les gens restaient bien au chaud chez eux et commençaient à ne plus culpabiliser pour toutes les bonnes résolutions du nouvel an qu'ils ne tiendraient pas. Et dehors, il soufflait un blizzard de nord-est à décorner les taureaux. Il était venu 15 centimètres de neige avant la nuit, et ça tombait toujours aussi dru. À 2 reprises, Tucklander avait vu Billy Larrabee passer dans la rue, perché sur la cabine de son chasse-neige. Au 2e voyage, Tookie lui avait offert une bière. Un bel acte de charité chrétienne, se serait exclamée ma mère. Et Dieu sait qu'elle en avait éclusé en son temps, des bières aux zincs de Tookie. Billy avait expliqué qu'il s'arrangeait pour garder la grand-rue praticable, mais que les routes secondaires resteraient fermées jusqu'à demain matin. La radio de Portland prévoyait encore 30 centimètres de neige et des rafales de 70 km à l'heure. De quoi faire encore de belles congères. Il n'y avait plus que Tookie et moi dans la salle, à écouter ululer le vent dans les gouttières, le regard perdu sur les flammes qui dansaient dans la cheminée. « Allez, Bousse, un dernier pour la route et je ferme !» avait annoncé Tookie. Il venait de remplir nos 2 verres quand la porte s'était ouverte à la volée et cet étranger avait fait son entrée, les épaules et les cheveux parsemés de flocons comme s'il avait fait des galipettes dans du sucre en poudre. Derrière lui, la neige s'engouffrait dans la salle à gros flocons poussés par les bourrasques. « La porte !» rugit Tookie. « On n'est pas dans une porcherie ici !» Jamais je n'avais vu un homme aussi terrifié. Il avait les yeux fous et hagards, comme un cheval ayant passé la journée à manger des orties. Le type a tourné la tête vers Tookie. « Ma femme, ma fille !» Et il est tombé dans les pommes. « Nom de Dieu !» a lâché Tookie. « Va fermer la porte, Boost, tu veux ?» J'ai obtempéré. Le vent était si fort qu'il m'a fallu me battre contre les bourrasques pour repousser le battant. Pendant ce temps, Tookie s'est agenouillé à côté du type effondré au sol et s'est mis à lui tapoter les joues. Je me suis approché et j'ai compris que c'était sérieux. Son visage avait viré au rouge pivoine, mais il subsistait des taches grises çà et là. Quand on a passé comme moi tous les hivers dans le Maine depuis les années 20, on sait ce que signifient ces marbrures cendrées. Des gelures. « Il est dans les vapes !» lâcha Tookie. « Va prendre l'agnole derrière le bar !» Je suis parti chercher la bouteille. Tookie a ouvert le manteau du type qui était un peu revenu à lui et qui marmonnait des mots incompréhensibles, les yeux mi-clos. « Verse-en un bouchon. »« Un bouchon seulement ?» me suis-je étonné. « Ce truc, c'est de la dynamite. Inutile de lui griller le ciboulot. » J'ai suivi les instructions et me suis tourné vers Tookie. « Jette-lui au fond du gosier. » Ce fut un spectacle saisissant. Le gars s'est mis à trembler de partout, puis a été pris d'une violente quinte de toux. Son visage s'est encore empourpré. Ses paupières se sont relevées comme des stores montés sur ressort. J'étais un peu inquiet, mais Tookie s'est contenté de le faire asseoir par terre, jambes écartées comme un gros bébé, en lui donnant des tapes dans le dos. L'homme a commencé à avoir des hauts-le-cœur. Tookie lui a alors asséné de nouvelles tapes. « Ne crachez pas, cette gnôle va vous faire du bien. » Le gars a encore toussé, mais moins violemment. J'ai pu alors, pour la première fois, observer l'inconnu. À l'évidence, le type venait d'une grande ville. Pas Boston, mais plus au sud, peut-être New York. Il portait des gants de belle matière, mais bien trop fins pour la saison. Il avait sans doute d'autres taches grises sur les mains et risquait fort de perdre un doigt ou 2 dans l'aventure. Son manteau était vraiment très chic. Au bas mot, il devait valoir dans les $300, peut-être même plus. Je n'en avais jamais vu d'aussi beau. Il portait de fines bottines qui lui montaient à peine jusqu'aux chevilles. Je me posais de sérieuses questions sur l'état de ses orteils. « Ça va mieux », a articulé le type. « Parfait », a répondu Tookie. « Approchez-vous du feu. »« Ma femme et ma fille, elles sont dehors, dans la tempête. » À voir votre tête, ça m'aurait étonné qu'elle soit chez vous en train de regarder la télé. Venez donc près du feu pour nous raconter tout ça. Inutile de rester assis le cul par terre. Aide-le, Booth. L'inconnu a voulu se lever, mais il a poussé un gémissement
et sa bouche s'est tordue de douleur. Ses orteils? Pourquoi Dieu envoyait-il des maboules de New York se lancer en plein blizzard sur les routes du Maine? Sa femme et sa gamine étaient-elles vêtues aussi légèrement que lui? On a approché le type de la cheminée et on l'a posé dans le rocking-chair préféré de feu Madame Touki, disparue en 74. C'était Madame qui dirigeait l'endroit. Le bar avait eu droit à des articles dans Down East et le Sunday Telegram, et même une fois dans le supplément dominical du Globe de Boston. C'est vrai que l'établissement ressemblait davantage à un pub anglais qu'à un bar, avec son plancher de bois assemblé à l'ancienne, son bar en sycomore, ses poutres au plafond et sa cheminée monumentale en pierre. Alors la patronne s'est mise à avoir des idées de grandeur après la parution de l'article dans Down East. Elle a voulu rebaptiser le bar le Tookie's Inn ou le Tookie's Rest. D'accord, l'endroit a un petit côté victorien, mais je préfère largement le Tookie's Bar, c'est plus humble. Jouer les m'as-tu vu en été, c'est une chose quand l'État déborde de touristes, mais en hiver, c'est une autre paire de manches, quand on ne peut plus compter que sur les locaux pour faire marcher le commerce. Et en hiver, les soirs de tempête sont légion. Combien de fois sommes-nous seuls, Touki et moi, à boire des whisky à l'eau, ou simplement des bières au comptoir? Ma Victoria est morte en 1973, et il fait bon aller chez Touki pour ne plus entendre le tic-tac insidieux des larves de vrillettes dans les poutres, qu'on appelle par chez nous les horloges de la mort, même si nous ne sommes que tous les deux dans une salle vide. Cela n'aurait pas été la même chose si le bar s'était appelé pompeusement le Tookie's Rest. Je n'aurais plus osé venir. C'est idiot, mais c'est comme ça. On a installé le pauvre gars devant le feu. Le malheureux s'est mis à trembler de tous ses membres. Il a replié ses jambes et refermé ses bras autour de ses genoux en claquant des dents à tout va. Des gouttes de morve tombaient du bout de son nez. Un quart d'heure de plus dehors et c'en était fini de lui. L'ennemi, ce n'était pas la neige, mais le vent. En un rien de temps, il vous volait toute votre chaleur. Où êtes-vous bloqué sur la route? À 10 kilomètres au sud, a-t-il bredouillé. Touki et moi avons échangé un regard. Soudain, j'ai eu froid. Très froid. « Vous êtes sûr ?» a demandé Touki. « Vous avez marché 10 kilomètres dans le blizzard ?» Il a hoché la tête. « J'ai regardé le compteur quand on a quitté la ville. Je suivais les panneaux. J'allais voir la sœur de ma femme à Cumberland. Je suis jamais venu par ici. On est du New Jersey. »« Le New Jersey ?» Les gens du New Jersey sont encore plus stupides que les New-Yorkais. 10 kilomètres? Vraiment? Insistait Touki. Absolument certain. J'ai trouvé la sortie de la nationale, mais il y avait plein de congères. C'était... Touki l'a secoué par les épaules. Où avez-vous tourné? À droite? Dans la lueur orange de l'âtre, le visage de l'inconnu paraissait pâle, exsangue, et plus vieux de 10 ans. À droite, oui. Ma femme est... Vous avez vu un panneau? Un panneau? Il a relevé les yeux vers Touki et s'est essuyé le bout du nez. Bien sûr que j'ai vu un panneau, c'était sur mon itinéraire. Prendre Jointner Avenue, traverser Jerusalem Slot jusqu'à l'entrée de la 295. L'homme nous a regardés tour à tour, Touki et moi. Dehors, le vent mugissait de plus belle. C'est bien ça qu'il fallait faire, non? Salem, a répété Touki d'une voix inaudible. Seigneur. Quoi? S'est écrié le type. C'était le chemin. La rue était pleine de neige, d'accord, mais je me suis dit, s'il y a une ville plus loin, les chasse-neige auront dégagé la chaussée. Mais après, j'ai... Sa voix s'est interrompue dans un filet. Bousse, a soufflé Touki à mon intention. Prends le téléphone et appelle le shérif. C'était le bon chemin, a répété ce crétin du New Jersey. À droite après la sortie. Qu'est-ce que vous avez, les gars? On croirait que vous avez vu un fantôme. Non, a répondu Touki. Il n'y a pas de fantôme à Jerusalem Slot. Vous avez dit à votre femme de rester dans la voiture? Bien entendu, je suis pas idiot. Cela restait à prouver, me suis-je dit en mon fort intérieur. Comment vous appelez-vous? Lui ai-je demandé, pour que je puisse donner votre nom au shérif. Lumley, Gerard Lumley. Il a recommencé à parler à Touki et je me suis dirigé vers le téléphone. Quand j'ai décroché, il n'y avait pas de tonalité. J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton. Rien.
Je suis revenu vers eux. Touki avait servi à Lumley un nouveau dé à coudre d'eau de vie, et celui-ci passa bien mieux que le premier. Touki se tourna vers moi. « Il est sorti ?»« La ligne est coupée. »« Merde !» On s'est regardé en silence pendant que le vent, au dehors, redoublait d'ardeur et projetait des paquets de neige sur les vitres. Lumley nous a dévisagés de nouveau. « L'un de vous deux a bien une voiture, non ?» Il y avait une vibration de terreur dans sa voix. « J'ai laissé le moteur tourner pour caser du chauffage. Je n'avais qu'un quart de plein et ça m'a pris 1h30 pour... Mais répondez, nom de Dieu, répondez !» Le gars s'est levé d'un bond et a saisi Touki par le col de la chemise. « Monsieur Lumley, » a répliqué mon ami, « je crois que vous vous oubliez. » Lumley est resté un moment interdit à regarder sa main refermée sur le col du vieux Touki, puis à reculer. « Le Maine !» On eût dit qu'il lâchait une insulte. « Très bien. Dans ce cas, auriez-vous l'amabilité de me dire où se trouve la station-service la plus proche? Ils doivent avoir une dépanneuse là-bas, et la plus près est au centre-ville, » ai-je répondu. « C'est à 5 kilomètres d'ici. Merci pour tout, messieurs. » Il a tourné les talons et s'est dirigé vers la porte en reboutonnant son beau manteau. « Mais il n'y aura personne, » ai-je ajouté. Il s'est figé net. « Comment ça, personne? Qu'est-ce que vous racontez? Ce qu'il tente de vous dire, c'est que la station appartient à Billy Larrabee, et que Billy, en ce moment, est sur le chasse-neige, » a expliqué patiemment Touki. « Alors maintenant, revenez près du feu et calmez-vous avant que vous ne vous pétiez une artère. » Lumley s'est exécuté, l'air ahuri et effrayé. « Vous voulez dire que je ne peux pas... qu'il n'y a rien à... »« Je ne dis rien du tout, c'est vous qui faites les demandes et les réponses. Si vous voulez bien la boucler une minute, on pourra peut-être tenter de trouver une solution. Jerusalem Slot, c'est quoi cette ville? Pourquoi la route n'est-elle pas dégagée? Pourquoi n'y a-t-il aucune lumière nulle part? Cette fois, c'est moi qui ai répondu. Jerusalem Slot a brûlé, voilà 2 ans. Et les habitants n'ont pas reconstruit? Demanda-t-il avec un scepticisme criant. Faut croire que non. Je me suis tourné vers Touki. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les laisser dehors. Je me suis rapproché de mon vieil ami pour lui parler à voix basse. Lumley était parti regarder la neige qui tombait derrière la fenêtre. Et si elles ont été attrapées? C'est possible, mais on n'en sait rien. J'ai ma Bible sur l'étagère. Tu as toujours ta croix? J'ai tiré la chaînette que j'avais autour du cou et lui ai montré le petit crucifix que je cachais sous ma chemise. J'ai été élevé au sein de l'église congrégationaliste, certes, mais la plupart des gens qui vivent autour de Jerusalem Slot, quelle que soit leur obédience, portent comme moi une amulette. Crucifix, médaille de Saint-Christophe, rosaire, peu importe. En tout cas, quelque chose. Parce que, il y a 2 ans, en un sinistre mois d'octobre, Jerusalem Slot a sombré dans l'horreur. Parfois, tard dans la nuit, quand il n'y a plus que quelques habitués autour de la cheminée de Touki, les gens en parlent, ou plutôt ils y font allusion, à mots couverts. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les habitants de Salem ont commencé à disparaître. D'abord quelques-uns, puis par groupes entiers. Les écoles ont fermé, la ville est restée déserte pendant près d'1 an. Oh, bien sûr, d'autres gens sont venus s'installer, pour la plupart des crétins de citadins, comme le spécimen que nous avions devant nous, attirés par les prix bas de l'immobilier. La grande majorité déménageait au bout d'1 mois ou 2. Les autres, eh bien, ils finissaient par disparaître à leur tour. Et puis, il y a eu l'incendie. C'est arrivé à la fin d'un automne particulièrement sec. On suppose que le feu est parti de Marston House, sur la colline qui domine Jointner Avenue. Mais personne n'en sait rien, en fait, et cela reste un mystère aujourd'hui encore. La ville a brûlé durant 3 jours et 3 nuits. Après, pendant un temps, la situation s'est améliorée, et puis ça a recommencé. Je n'ai entendu le mot « vampire » prononcé qu'une seule fois, chez Touki, un soir, par Richie Messina, un routier vantard venant de Freeport qui avait bu un coup de trop. « Nom de Dieu !» avait-il rugi du haut de ses 2 bons mètres de hauteur, planté dans son pantalon de laine, sa chemise de bûcheron et ses grosses bottes de cuir. « Vous avez donc tous trop les foies pour le dire à haute voix? Des vampires, voilà à quoi vous pensez tous autant que vous êtes.
Putain de nom de Dieu de bordel de merde. Vous êtes comme des mômes faisant dans leur froc devant un film d'horreur. Mais moi, je sais ce qu'il y a réellement à Salem. Je le sais. Vous voulez que je vous dise ce que c'est, hein? Vous voulez? Vas-y, Richie, dis-le-nous, a répondu Touki. On est tout oui. Il y a eu un silence de mort dans le bar. On entendait le crépitement des flammes, et dehors, le chuintement de la pluie de novembre dans l'obscurité. « Ce qu'il y a là-bas, ce n'est qu'une bande de chiens errants, » a déclaré Richie Messina. « Rien d'autre. Ça et des cancans de vieilles bonnes femmes qui adorent se faire peur avec des histoires de morts-vivants. Moi, pour 80 $, je monte là-haut, et je passe la nuit dans votre maison soi-disant hantée, qui vous fiche tant les jetons. Qu'est-ce que vous en dites? Qui tient le pari? » Aucun d'entre nous n'a bronché. Richie était une grande gueule, mais il avait l'alcool mauvais. Personne ne verserait une larme sur sa tombe, mais personne non plus ne voulait l'envoyer à Salem après la tombée de la nuit. « Allez vous faire foutre, bande de lopettes !» lâcha Richie. « J'ai mon calibre 12 Magnum dans ma Chevrolet. Et avec ça, j'arrête n'importe qui, que ce soit ici, à Falmouth ou à Jerusalem Slot, votre bled pourri. Et je vais vous le prouver pas plus tard que maintenant. » Sur ce, il est sorti du bar en claquant la porte. Pendant un bon moment, personne n'a pipé mot. Puis la Montainerie a dit tout bas « C'est la dernière fois qu'on voit Richie Messina. Sainte Mère de Dieu. » Lamont, élevé chez les méthodistes depuis sa prime enfance, s'est signé. « Il va dessouler et faire demi-tour, » a dit Touki avec un manque évident de conviction. « Il sera de retour à l'heure de fermeture pour nous dire qu'il nous a fait une bonne blague. » Mais Lamont avait vu juste. Parce qu'effectivement, plus personne n'a jamais revu Richie. Sa femme a raconté aux flics que, selon elle, Richie était parti en Floride pour échapper à une agence de recouvrement de dettes. Mais ses yeux la trahissaient. Elle avait un regard farouche, terrorisé. Peu après, elle a déménagé à Rhode Island. Peut-être craignait-elle que Richie revienne la voir en pleine nuit, ce qui était fort possible. Et maintenant, on se regardait, Touki et moi, pendant que je remisais mon crucifix sous ma chemise. Jamais je ne m'étais senti aussi vieux et aussi vulnérable. Touki a répété « On ne peut pas les laisser là-bas. » Non, on ne peut pas. On s'est regardé comme ça un long moment, et puis Touki a refermé sa main sur mon épaule. « Y a pas à dire, Bous. Tu es un brave homme. » Ça a suffi à me donner un peu de baume au cœur. Quand on a 70 ans passés, les gens ne voient plus l'homme que vous êtes ou que vous avez été. Ils ne voient qu'un vieux. Touki s'est approché de Lumley. « J'ai un pick-up 4x4, je vais aller le chercher. »« Nom de Dieu, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ?» Lumley s'était retourné furieux. « On a perdu 10 minutes à tergiverser. » Touki a répondu d'une voix sourde et basse. « Maintenant, cher monsieur, vous allez vraiment la boucler. Je vous rappelle que c'est vous qui vous êtes engagé sur cette route enneigée en plein blizzard. » L'homme a voulu répliquer quelque chose, puis s'est ravisé. Ses joues se sont empourprées de colère. Touki est alors parti chercher sa vieille scout dans le garage. J'ai récupéré derrière le bar la flasque de Touki et l'ai remplie à ras-bord de son torboyau. La nuit allait être longue, et on risquait d'avoir besoin d'un remontant. Une tempête de neige dans le Maine, vous savez ce que c'est? Les flocons sont si fins qu'on dirait des grains de sable qui tombent droit du ciel. D'ailleurs, c'est exactement le bruit que ça fait sur la carrosserie, et vous ne pouvez pas mettre les pleins phares. Le rideau de neige est si épais qu'on n'y voit plus alors à 3 pas. En code, on parvient tout juste à éclairer la route sur 5 mètres. Mais la neige, ce n'est rien quand on y réfléchit. C'est le vent le pire. Quand il se met à mugir et tournoyer et qu'il transforme les flocons en essaims furieux, vibrant de toute la haine et de la douleur du monde. Il y a la mort dans l'œil d'un blizzard, une mort blanche, et peut-être autre chose encore, au-delà de la mort. C'est un chant lugubre quand on est au lit, bien au chaud chez soi, avec les volets tirés et les portes closes. Mais en voiture, ces mugissements vous glacent le sang. Et pis encore, quand la voiture en question roule droit vers Salem. « Accélérez un peu !» s'impatientait Lumley. « Pour quelqu'un qui a failli geler sur pied, ai-je rétorqué, vous êtes bien pressé de remarcher à nouveau dans le froid. »
Le type m'a lancé un regard noir, chargé de courroux, puis s'est muré dans le mutisme. On remontait la nationale à un bon 40 km à l'heure, quand on pense que Billy Larrabee avait dégagé cette portion 1 heure plus tôt. 5 centimètres de neige recouvraient déjà la chaussée, et ça ne cessait de s'épaissir. Les bourrasques les plus fortes faisaient rouler le pick-up sur ses ressorts. Les phares ne nous révélaient qu'un tourbillon blanc devant nous. Nous n'avions pas croisé une seule voiture. 10 minutes plus tard, soudain, Lumley s'est écrié « Hé, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a pointé son doigt sur sa gauche. À cet instant, je regardais la route devant moi. Quand j'ai tourné la tête, il était trop tard. J'ai cru distinguer une forme noire sur le bas-côté, mais en un instant, le rideau de neige avait tout occulté. Cela pouvait être tout aussi bien le fruit de mon imagination. « C'était quoi, un chevreuil ?» ai-je demandé. « Je suppose, » a-t-il répondu avec un chevrotement dans la voix. Mais ses yeux étaient rouges. Il m'a jeté un regard interrogateur plein d'une supplique silencieuse. « Les chevreuils peuvent avoir des yeux comme ça la nuit ?»« Possible. »« Pourquoi pas, au fond ? Mais j'avais vu des tas de cervidés la nuit sur la route, et pas un n'avait jamais eu les yeux rouges. » Touki est resté silencieux. Un quart d'heure plus tard, on est arrivé à un endroit où le monticule de neige, sur le bas-côté de la route, était moins haut. Les chasse-neige relevaient un peu leurs pelles aux abords des intersections. « Ça ressemble au carrefour où on a tourné », a déclaré Lumley sans grande certitude. « Mais je ne vois pas le panneau. »« C'est là », a confirmé Touki sans la moindre équivoque. « On voit le haut du poteau indicateur, là. »« Ah oui, je le vois. » Lumley semblait soulagé. Je suis désolé, monsieur Tucklander, d'avoir été un peu vif tout à l'heure. J'avais froid, j'étais inquiet et je m'en voulais à mort de ma bêtise, alors je voudrais vous remercier tous les deux, et vous nous remercierez quand votre femme et votre fille seront dans cette voiture. » Touki engagea les 4 roues motrices et grimpa sur le remblai de neige pour rejoindre Jointner Avenue, qui traversait Jerusalem Slot jusqu'à la 295. Des gerbes blanches jaillirent des garde-boue. L'arrière se mit à chasser, mais Touki conduisait sur la neige depuis Mathusalem. Il a parlé à sa vieille scout, a su trouver les mots, et on est passé. Les phares révélaient çà et là d'autres traces de pneus, celles laissées par la voiture de notre citadin. « Monsieur Lumley » a commencé Touki, tandis que le type, le nez sur le pare-brise, scrutait la route à la recherche de son véhicule. « Quoi ? Les gens d'ici sont un peu superstitieux en ce qui concerne Salem. » Il avait pris un ton dégagé, mais je voyais sa bouche se froncer sous la tension et ses yeux inquiets surveillaient les bas-côtés. « Si votre famille est dans l'auto, alors c'est tant mieux. On les fait monter à bord et on rentre au bar. Demain, quand la tempête sera calmée, Billy ira dégager votre voiture. Mais si elles ne sont pas dans la voiture... » « Comment ça, si elles ne sont pas dans la voiture? Où voulez-vous qu'elles soient? »« Si elles ne sont pas dans la voiture, » a continué Touki imperturbable, « nous devrons faire demi-tour et avertir le shérif de Falmouth. Cela ne servirait à rien de tourner en rond en pleine nuit et en plein blizzard. Elles seront dans la voiture, forcément. Une chose encore, monsieur Lumley, ai-je ajouté. Si nous croisons des gens, nous ne devrons pas leur parler. Même si eux nous parlent, en aucun cas. C'est bien compris? » D'une voix lente, Lumley a demandé « C'est quoi, au juste, ces superstitions ?» Avant que j'aie eu le temps de répondre, qu'aurais-je pu dire d'ailleurs, Touki a lancé « Nous y sommes !» Devant nous, on distinguait une grosse Mercedes. Le capot et le toit étaient recouverts d'un épais manteau de neige, et une congère s'était déjà amoncelée contre le flanc gauche. Mais les feux arrière étaient allumés, et on voyait de la fumée sortir du pot d'échappement. « Au moins, elles ne sont pas arrivées à court d'essence », s'est félicité Lumley. Touki s'est arrêté et a tiré le frein à main. « Vous vous rappelez ce que vous a dit Booth, Lumley ?»« Oui, oui. » Mais il ne pensait qu'à sa femme et sa fille. On ne pouvait guère le lui reprocher. « Prêt, Booth ?» Les yeux de Touki étaient rivés dans les miens. 2 billes grises et sinistres dans la lueur du tableau de bord. « Il faut bien. » On est sorti de la voiture et le vent nous a frappés de plein fouet, projetant des nuées de neige sur nos visages.
Lumley ouvrait la marche, courbé contre les bourrasques, son beau manteau voltant comme une grand voile dans son dos. Deux ombres l'accompagnaient, l'une projetée par les phares de la scout, l'autre par les feux arrière de sa Mercedes. Je progressais derrière lui, Touki fermait la marche. Quand je suis arrivé à la hauteur du coffre de la voiture, Touki m'a arrêté. « Laisse-le y aller tout seul. »« Jenny! Francie !» a crié Lumley. « Tout va bien ?» Il a ouvert la portière côté conducteur, s'est penché à l'intérieur et sa voix s'est étranglée. « Tout va... » Le type s'est figé. Le vent lui a arraché la portière des mains, qui s'est ouverte toute grande. « Dieu Tout-Puissant !» a lâché Touki sous les hurlements du vent. « Je crois que ça a recommencé !» Lumley s'est retourné, le visage pâle, les yeux exorbités. Et soudain il s'est rué sur nous, sous les bourrasques, manquant de s'étaler dans la neige. Il m'a poussé hors de son chemin comme si j'étais quantité négligeable et a saisi Touki par le col. « Comment vous saviez ?» a-t-il hurlé. « Où sont-elles? Qu'est-ce qui se passe ici, nom de Dieu ?» Touki lui a fait lâcher prise et l'a écarté. On s'est approchés tous les deux de la voiture. L'habitacle était chaud comme un toaster, mais cela n'allait pas durer. Le voyant orange de la jauge d'essence clignotait sur le tableau de bord. La grande berline était vide. Il y avait une poupée Barbie par terre entre les sièges avant et un anorak d'enfant abandonné sur la banquette arrière. Touki a porté ses mains à son visage, puis il a disparu soudain de mon champ de vision. Lumley l'avait attrapé par derrière et projeté au sol contre une congère. Le type avait les yeux d'un illuminé. Sa bouche était animée de mouvements nerveux, comme s'il y avait quelque chose de particulièrement aigre collé à son palais qu'il ne parvenait pas à recracher. Il s'est penché dans l'habitacle pour attraper la petite parka. « C'est son manteau !» a-t-il murmuré avant de hurler à plein poumon. « Le manteau de Francie !» Il s'est retourné en tenant l'anorak par la capuche ourlée de fourrure et m'a regardé, blanc comme un linge, tremblant d'effarement. « Pourquoi elle est sortie sans son manteau, monsieur Booth? Pourquoi elle a fait ça? Elle va mourir de froid !» Il s'est élancé dans la nuit en brandissant l'anorak et en criant « Francie, Jenny, où êtes-vous? Où êtes-vous » J'ai tendu la main à Touki et l'ai aidé à se relever. « Ça va? Ne t'occupe pas de moi, il faut le rattraper, Booth. » On s'est mis à courir le plus vite possible, c'est-à-dire plutôt lentement, dans cette neige épaisse où l'on s'enfonçait parfois jusqu'à la taille. Par chance, Lumley s'est arrêté et nous avons pu le rejoindre. « Monsieur Lumley !» a commencé Touki en lui posant une main sur l'épaule. « Par ici! C'est par ici qu'elles sont parties, regardez !» On a tourné la tête dans la direction que Lumley nous indiquait. Nous nous trouvions dans une sorte de fossé et le gros du vent passait au-dessus de nos têtes. Devant nous s'éloignaient deux traces de pas, l'une grande, l'autre petite, qui achevaient de se remplir de neige. Si nous étions arrivés 5 minutes plus tard, tout aurait disparu. Lumley commençait à suivre la piste, les yeux rivés sur les marques, mais Touki lui a attrapé le bras. « Non, Lumley, non !» Le gars a fait volte-face, a brandi son poing, mais quelque chose dans les yeux de Touki l'a empêché de frapper. Il s'est détourné et a recommencé à avancer. « Elle va mourir de froid !» a-t-il répété comme si nous étions deux gamins stupides. « Vous ne comprenez pas? Elle n'a pas son manteau et elle n'a que 7 ans. Elles peuvent être n'importe où !» a insisté Touki. « Vous ne pouvez suivre ces traces. Dans 1 minute, elles auront totalement disparu. »« Qu'est-ce que vous proposez ?» a répliqué Lumley d'une voix stridente de panique. « Le temps qu'on aille prévenir la police, elle sera morte de froid. Francie, ma femme, elles sont peut-être déjà mortes, » a répondu Touki en vrayant ses yeux dans ceux de Lumley. « De froid ou d'autre chose de bien pire. Comment ça? Allez-y, nom de Dieu, crachez le morceau !»« Monsieur Lumley, » a répondu Touki, « il y a quelque chose ici, dans cette ville. » Mais c'est moi qui ai terminé. C'est moi qui ai sorti le mot que je n'avais jamais osé dire. « Des vampires, monsieur Lumley. Jérusalem Slot grouille de vampires. Je sais que c'est dur à croire, mais... » Il a écarquillé les yeux comme si j'étais devenu tout vert. « Des dingues! Il a fallu que je tombe sur 2 dingues échappés de l'asile !» Il s'est retourné, a mis ses mains en porte-voix et a hurlé. « Francie! Jenny! »
Et il s'est remis en route. La neige montait à présent jusqu'à l'ourlet de son manteau. Je me suis tourné vers Touki. « Qu'est-ce qu'on fait ? On le suit !» Les flocons avaient plaqué ses cheveux sur son crâne, et avec ses yeux illuminés d'une lueur farouche, c'était lui qui avait l'air d'un dingue. « On ne peut pas l'abandonner, Bous. »« Non, on ne peut pas. » Alors on est reparti dans la neige à la suite de Lumley. Mais le gars devant nous marchait de plus en plus vite. Il avait la jeunesse pour lui. Il fendait la neige comme un bulldozer. Mon arthrite recommençait à me faire souffrir, et je devais baisser la tête pour parler à mes jambes. « Allez, un petit effort. Ne me lâchez pas, pas maintenant. » J'ai heurté Touki qui s'était arrêté sans crier gare. Il se tenait tête baissée, les mains pressées sur sa poitrine. « Touki, ça va pas ?»« Je vais bien, » répondit-il en se redressant. « Ne nous faisons pas distancer. Quand il sera à bout de souffle, il entendra raison. » Passé le haut d'une crête, nous avons découvert Lumley en bas, de l'autre côté, cherchant désespérément des traces. Le pauvre gars n'avait aucune chance d'en trouver. Le vent, s'engouffrant dans ce goulot naturel, aurait estompé la moindre empreinte de pas en 3 minutes. Alors, au bout de 2 heures, autant dire qu'il ne restait plus rien du tout. Il a relevé la tête et a crié encore dans la nuit. « Francie, Jenny, nom de Dieu, répondez !» On entendait le désespoir dans sa voix, toute sa terreur. J'ai eu pitié pour lui. La seule réponse qu'il obtint, ce fut le mugissement du vent, assourdissant comme un train de marchandises. On avait l'impression de l'entendre ricaner et lui dire « Je les ai emportés avec moi, cher monsieur de la ville, qui êtes venu avec votre belle voiture et votre pardessus en poil de chameau, et j'ai effacé leurs traces. Demain matin, vous les retrouverez intacts et congelés comme des fraises dans le freezer. »« Lumley !» criait Touki dans les bourrasques. « Peu importe que vous croyez ou non aux vampires, aux croque-mitaines ou à ce genre de choses, on s'en fout. Mais je vous en prie, croyez-moi quand je vous dis que vous ne faites qu'aggraver leur situation. Il faut retourner à la... » À ce moment-là, il y a eu une réponse. Une voix a traversé les ténèbres, comme une clochette d'argent, et j'ai senti mon cœur cesser de battre. « Jerry ? Jerry, c'est toi ?» Lumley s'est retourné d'un bond, et elle est apparue, tel un fantôme, sortant des ombres épaisses d'un bosquet. C'était une citadine, d'accord, et sur le coup j'ai eu l'impression de n'avoir jamais vu de femme aussi belle. J'avais envie de courir vers elle, lui dire comme nous étions heureux de la trouver saine et sauve. Elle portait un gros châle de laine verte, un poncho, comme on appelle ça, je crois. Le vêtement flottait autour d'elle, et ses cheveux bruns dansaient dans le vent comme l'eau d'un torrent, juste avant que le gel ne fige l'onde. J'ai dû faire un pas vers elle parce que j'ai senti la main de Touki se refermer sur mon épaule, ferme et chaude, pour m'empêcher d'aller plus loin. J'étais, comment dire, envoûté. Elle était si belle dans ce poncho qui fasaillait autour de son cou et ses épaules graciles, si mystérieuse, si irrésistible, comme ces déesses des poèmes de Walter de la Mare. « Janie !» s'est écrié Lumley. « Janie !» Il s'était lancé vers elle, bras ouverts. « Non !» a hurlé Touki. « Non, Lumley !» Il ne s'est même pas retourné, mais elle nous a entendus. Elle a pivoté la tête, nous a regardés et a souri. En voyant ce sourire, tout mon désir et mon attirance ont viré à l'horreur. Une terreur froide comme un tombeau, blanche et muette comme un squelette dans un suaire. Malgré notre position surélevée, on a aperçu l'éclat rouge de ses prunelles. Ces yeux-là n'avaient plus rien d'humain. C'étaient ceux d'une bête sauvage. Et quand elle a souri, on a vu ses dents. Ses dents qui avaient déjà grandi. Ce n'était plus une femme, mais une chose morte, qui, du tréfonds des tourbillons noirs de la tempête, était revenue de l'au-delà. Touki a fait le signe de croix. Elle a grimacé en reculant d'un pas, puis nous a souri de nouveau. Nous étions trop loin, et peut-être trop effrayés. « Il faut faire quelque chose !» j'ai murmuré. « Quelque chose ! C'est trop tard, Bous !» m'a répondu Touki d'un ton sinistre. Lumley l'avait rejointe. Il avait lui aussi des airs de fantôme avec son manteau recouvert de neige. Il a tendu les bras vers elle, et c'est alors qu'il s'est mis à hurler. J'entendrai ce hurlement jusqu'à la fin de mes jours.
un homme vagissant comme un petit enfant faisant un cauchemar. Il a voulu s'enfuir, mais les bras de la femme, longs et nus, blancs comme la neige, se sont refermés autour de lui et l'ont attiré à elle. Je l'ai vu incliner la tête et plonger sa bouche dans le cou du type. « Bousse, tirons-nous d'ici !» On a détalé comme des lapins, se moqueraient certains. Mais c'est parce qu'il n'était pas avec nous ce soir-là. On a couru dans nos propres traces. Courir encore, malgré les chutes, les trébuchements, les chevilles tordues, les glissades. Je ne cessais de regarder derrière mon épaule pour m'assurer que cette créature n'était pas dans mon dos, avec son sourire de fauve et ses yeux rouges avides. On a rejoint le pick-up et Touki s'est plié en deux, les mains de nouveau pressées sur sa poitrine. « Touki !» J'avais vraiment les foies. « Qu'est-ce que tu as ?»« Le palpitant. Il me fait des siennes depuis 5 ans. Mets-moi côté passager, Bousse, et sors-nous d'ici. » J'ai passé un bras sous ses aisselles, les traîné vers la scout et les plus ou moins poussé dans la cabine. Il a posé la nuque sur l'appui-tête, la tête renversée en arrière et a fermé les yeux. Son visage était jaune et cireux. J'ai fait le tour de la voiture au pas de course et j'ai failli heurter de plein fouet la fillette. Elle se tenait à côté de la portière, côté conducteur, ses cheveux retenus par 2 couettes, avec sur le corps juste une petite robe jaune. « Monsieur » a-t-elle articulé d'une petite voix, douce comme une brume matinale. « Vous voulez bien m'aider à retrouver ma maman? Elle est partie et j'ai si froid. »« Ma pauvre chérie, » j'ai dit, « viens, monte dans la voiture. Ta maman est... » Mais ma voix s'est brisée. Jamais je n'avais été aussi près de tomber dans les pommes. Elle se tenait debout devant moi, les pieds non pas dans la neige, mais sur la neige, et il n'y avait aucune trace de pas autour d'elle. Elle a relevé alors les yeux vers moi. Francie, la fille de Lumley. Elle avait tout juste 7 ans et elle les aurait pour l'éternité. Son petit minois était d'un blanc d'albâtre, ses yeux rouges et chatoyants comme 2 puits de lave. Et dans son cou, 2 trous, pas plus gros que des têtes d'épingle, les bords horriblement enflammés et boursouflés. Elle a tendu les mains vers moi en me faisant un sourire. « Prenez-moi dans vos bras, monsieur. Je veux vous faire un bisou pour vous remercier de me conduire à ma maman. » Je ne voulais pas, mais c'était plus fort que ma volonté. Je me suis penché vers elle, mes bras déjà prêts à l'accueillir. J'ai vu sa bouche s'ouvrir, ses petits crocs nichés au creux de l'écrin rose des lèvres. Quelque chose glissait le long de son menton, brillant et argenté, et avec une horreur lointaine et évanescente, j'ai compris qu'elle bavait. Ses petites mains se sont agrippées à mon cou, et je me suis dit, peut-être que ce ne sera pas si terrible, pas aussi horrible qu'on le dit, peut-être qu'avec le temps, on s'y habitue. Quand soudain, une chose noire a jailli du camion et a frappé la fillette en pleine poitrine. Il y a eu une odeur bizarre, comme une odeur de brûlé, un éclair de lumière fugitif, et j'ai vu la gamine reculer en sifflant de colère. Son visage n'était plus qu'un masque de rage, de haine et de douleur. Elle a pivoté, et dans la seconde, elle s'est volatilisée. Un moment, elle était là, l'instant suivant, elle n'y était plus, remplacée par une volute de neige ayant une vague forme humaine, que le vent a emportée à travers les champs. « Bousse !» C'était Touki, un chuchotement. « Dépêche-toi !» J'ai obéi, mais j'ai quand même pris le temps de ramasser ce qu'il avait lancé sur cette petite fille sortie des enfers. La vieille Bible de sa mère. Cette histoire s'est passée il y a un certain temps déjà. J'ai vieilli et je n'étais déjà pas un jeune homme à l'époque. Herb Tucklander est mort voilà 2 ans. Il est parti en paix dans son sommeil. Le bar est toujours là. Un couple originaire de Waterville l'a acheté, de gentilles personnes. Ils l'ont quasiment laissé tel quel, mais j'y vais rarement. Ce n'est plus pareil maintenant que Touki n'est plus là. La situation n'a pas beaucoup changé à Jerusalem Slot. Le shérif, le lendemain, a trouvé la voiture de Lumley, le réservoir vide, la batterie à plat. Touki et moi n'avons rien dit. À quoi bon? De temps en temps, un autostoppeur ou un randonneur disparaît du côté de Schoolyard Hill ou du cimetière d'Harmony Hill. On retrouve le sac à dos du type ou un livre détrempé par la pluie ou la neige ou quelques effets personnels.
mais jamais les gens. Je fais toujours des cauchemars au souvenir de cette nuit dans le blizzard, moins à cause de la femme que de la fillette. Je revois son sourire quand elle a tendu les bras vers moi pour me donner un baiser. Mais je suis un vieil homme, et bientôt mes nuits, enfin, seront sans rêve. Vous aurez peut-être l'occasion de voyager dans cette partie méridionale du Maine un de ces jours. C'est un joli coin de campagne. Vous pourrez même vous arrêter au Tookie's Bar, boire un verre, un endroit chaleureux. Ils ont gardé le nom d'origine. Alors, n'hésitez pas, commandez une bière. Et ensuite, suivez mon conseil. Filez au nord. Quoi qu'il arrive, ne prenez jamais cette rue qui mène à Jerusalem Slot, en particulier après la tombée de la nuit. Il y a une petite fille par là-bas, et je crois qu'elle attend encore d'avoir son câlin.